Éric Lorenz est responsable de la communication de l'association Trait d'Union. Trait d'Union, c'est une association séculaire qui est dans le Nord, dans le 59, et qui accompagne les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire des enfants et des adultes en situation de handicap. Éric est un king de la communication et il a, vous le comprendrez, doublement sa place dans cette série Kings and Queens. Je m'explique. En premier lieu, les associations du social et du médico-social n'ont pas la culture com. En second lieu, figurez-vous qu'Éric n'a pas de budget annuel. Chaque projet a son budget, donc rassurez-vous, il a un véritable budget, mais il n'a pas une ligne budgétaire annuelle. Alors vous allez comprendre comment Éric travaille au quotidien et comment il fait de véritables miracles. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir de budget annuel, bien au contraire, mais vous verrez qu'Éric est un homme engagé, passionné par ce qu'il fait, et en plus de cela, il va vous donner de très très beaux conseils de carrière. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous laisse écouter Éric Lorenz, responsable de la communication de l'association Trait d'Union. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un don à cette magnifique association séculaire, il suffit d'aller sur le site traitdunion.org. Trait d'Union tout attaché et trait au pluriel. Très très bonne écoute en compagnie d'Éric. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Éric. Salut Laurent. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Plutôt ému d'être en train de discuter avec toi là sur le décodeur. Ah bah écoute, c'est moi qui te remercie et puis surtout les auditrices, auditeurs qui vont te remercier parce qu'on va parler évidemment dans cette série Kings and Queens, donc tu es un king évidemment, vous l'avez compris. On va parler de social, de médico-social, de handicap, d'associatif et on va évidemment parler de communication. Mais j'en ai déjà trop dit, Éric. Est-ce que tu peux présenter, s'il te plaît, l'association pour laquelle tu travailles? Tu en diriges la communication, tu en es le responsable communication. L'association s'appelle Trait d'Union, elle est dans le Nord, dans le 59. Bref, je me tais et je te laisse présenter la maison. En quelques mots, on rentrera dans le détail plus amplement au cours de l'entretien, bien évidemment. L'association Trait d'Union, c'est une association d'abord qui a beaucoup d'histoire. Fondée en 1922 dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord. Ces établissements étaient de faire face à l'épidémie de tuberculose au début du XXe siècle, et puis qui a pris le virage du médico-social dans les années 1970. L'association, justement, a été reconnue d'utilité publique il y a quasiment un siècle, exactement c'est 1934, parce que c'est pas une petite association, chères auditrices et auditeurs, de quartier, entre guillemets, même si elle est locale. Il y a combien de salariés, s'il te plaît, Éric? On va dire qu'on a une taille moyenne avec 450 salariés. Alors, il y a une évolution. Il y a des évolutions en ce moment, on se rapproche des 500 salariés. Et puis, on a aussi, on travaille avec 180 travailleurs donc en situation de handicap qui sont embauchés donc à l'ESAT, l'établissement et service d'accompagnement par le travail. Un ESAT, ce sont des travailleurs en situation de handicap qui sont accompagnés par des formateurs. Bon, on va essayer de ne pas trop parler de ces acronymes qui rendent absolument tout le monde cinglé. Je l'ai été avec une autre association que j'accompagne. On n'en parlera pas, mais on saluera évidemment dans cet épisode Sadircom que tu connais, la belle Delphine Brard. Allez, on la salue dès maintenant. Un clin d'œil à Delphine, ouais. Un clin d'œil à Delphine. Mais alors, justement, est-ce que tu peux donner le périmètre? Alors, il y a des travailleurs en situation de handicap que vous accompagnez à l'association. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y a évidemment des enfants en situation de handicap avec ce qu'on appelle des MECS. Oui, c'est ça. Donc, on est sur trois secteurs. Le secteur du handicap adulte, avec cette ESAT, mais aussi des foyers, des services par exemple d'accompagnement à la vie sociale ou de l'habitat inclusif. Et également un secteur enfance, handicap, des enfants en situation de handicap, avec 2 IME ici, les instituts médico-éducatifs où on accueille des enfants soit sur des groupes de jour, soit en internat. Le troisième secteur, c'est la protection de l'enfance, cette fois avec des MECS, c'est-à-dire les maisons d'enfants à caractère social. Donc, c'est une partie institutionnelle avec les internats où on accueille des enfants qui sont placés dans la justice, mais aussi des services de milieu ouvert où là, on va développer plus des interventions éducatives à domicile.
En somme, si je résume, vous aidez les personnes en situation de handicap, qu'elles soient travailleuses ou que ce soit des enfants, les enfants toujours qui malheureusement ont peut-être un petit peu moins de chance et qui sont placés par la justice pour qu'ils s'en sortent. Et quand tu dis on n'est pas une grosse association, excuse-moi, mais vous êtes peut-être de taille entre guillemets moyenne, mais je rappelle, moi qui ai une agence de 7 personnes, à quel point ça joue dans une toute autre cour. Alors certes, vous êtes centenaire, mais encore une fois, Trait d'Union, ce n'est pas une petite association, chères auditrices et auditeurs. On est dans un milieu qui est le social et le médico-social, mais en fait, comprenez bien que le milieu du social et du médico-social n'est pas habitué à communiquer. Toi qui travailles depuis quasiment un quart de siècle à l'association Trait d'Union, est-ce que tu t'es aperçu que la communication avait pu nettement évoluer, et particulièrement peut-être avec la crise Covid au sein de l'asso ? Effectivement, il y a une grosse évolution à partir de la crise Covid. Mais à vrai dire, c'est une évolution qui est quand même assez longue et je dirais que depuis 10 ans, il y a une progression. Alors selon toi, cette progression, elle est due à quoi ? Parce que tout simplement le monde change, parce que finalement les associations et les dirigeants d'associations se sont aperçus qu'on ne peut pas vivre sans communiquer. Selon toi, c'est dû à quoi ? Il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire qu'on a un changement global de société. Je pense qu'on a compris collectivement que les récits qu'on se raconte et qu'on entend vont façonner la société. Et ouais, ça c'est compris. Aujourd'hui, ça commence à être compris et ça commence à être perçu par les gouvernants et les dirigeants d'associations. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, pendant quasiment un siècle ou plus d'un siècle même, les associations ont vécu heureuses mais en vivant cachées. Là aujourd'hui, est-ce que tu t'aperçois dans ton association, qui a, je le rappelle, près de 500 salariés, tu t'aperçois que les gens en interne ont finalement un peu plus d'appétence pour la communication ou reconnaissent un petit peu plus le métier de communicant ? Il y a une vraie évolution. C'est clair, et ça se remarque dans le discours de la direction, et ça se remarque dans le discours également de la gouvernance, c'est-à-dire des adhérents et des administrateurs de l'association. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, concrètement, ça va te faire bondir, mais j'ai pas de budget global à l'année à piloter. On fonctionne uniquement sur des enveloppes de projets. Ça, j'ai envie de te dire que c'est toujours un petit peu compliqué, j'en conviens parfaitement, mais je ne suis pas étonné pour autant avec le monde associatif, parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas vraiment la culture com. Ok, très bien. Mais, par exemple, ta plus grosse enveloppe communication, qu'est-ce que ça a été ? C'est du 5 000 €, c'est plus de 10 000 €. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Parce que si tu fonctionnes au goutte à goutte, il doit y avoir des enveloppes qui sont beaucoup plus conséquentes que d'autres et d'autres qui sont rikiki. Comment ça se passe très concrètement ? Sans rentrer dans les chiffres confidentiels, hein, rassure-toi. On ne va pas rentrer dans la confidentialité, mais ouais, on va parler par exemple de l'enveloppe que j'ai eue pour la signalétique. Une signalétique globale autour de 10 000 €. C'est très, très, très léger. Évidemment, on ne peut en faire qu'une partie. Et quand il y a des choses un petit peu imprévues qui se passent avec une fournisseur qui nous abandonne au milieu du travail, l'enveloppe finalement reste de côté. Il faut relancer tout le processus pour finaliser certains gros projets, mais pas seulement pour les finaliser. La difficulté que ça génère, c'est la difficulté de se projeter réellement sur plusieurs années, mais même sur un an, à vrai dire. Hein. Mais c'est exactement ce que j'allais dire, parce que si au final, un fournisseur décide d'abandonner le projet sur lequel il est coopté, c'est assez surprenant, mais c'est ainsi. Bon, on va pas rentrer dans le détail de ça ne m'intéresse pas. Mais j'imagine que pour toi, qui n'a pas de vraie visibilité sur ne serait-ce que l'année, on va juste prendre ça, est-ce que par moment, c'est pas un petit peu kafkaïen et est-ce qu'on n'a pas des fois envie de non pas de sauter par la fenêtre, j'exagère évidemment, mais on se dit quand même, j'ai pas mérité ça, sincèrement. Si, c'est un peu ça. Parce que, outre le fait que tu peux pas te projeter, ou du moins, tu peux te projeter, on va dire, à court terme, il y a un manque d'autonomie qu'il faut assumer et sur lesquels il faut être patient. C'est vraiment particulièrement compliqué. Je suis persuadé, tu vois, de certaines grandes lignes sur lesquelles il faut qu'on avance. Par exemple, l'intranet social, sur la communication interne, sur la place de certains de nos équipements ici qui sont liés à la communication. Je pense à notre théâtre. Je te coupe la parole un instant, mais vous avez quand même beaucoup d'atouts. Tu me parlais d'un théâtre, ce que je ne connaissais pas. Vous avez également cette ferme où vous faites le seul et unique maroilles bio du monde. C'est vrai.
C'est-à-dire que vous avez aussi des ESAT, donc faire rentrer de l'argent. Et ce n'est pas que des subventions qui viennent de l'État ou des régions, parce que ça, ce sont vos partenaires depuis toujours, et je tiens à les saluer depuis un siècle maintenant, depuis 1922. Mais Eric, tu te rends compte de la mine d'or sur laquelle tu es entre guillemets assis, et l'association est assise sur cette mine d'or, un théâtre, le seul et unique maroilles bio du monde. Il y a des opportunités de communication et donc tout simplement de revenus. Tu as raison, l'association Trade Union a des particularités qu'on retrouve pas dans toutes les associations d'ailleurs. Elle est propriétaire de la plupart de ces bâtiments. Et puis, elle a cette partie de production économique, comme le Maroilles Bio, avec une chouette fromagerie, un bel outil qui a été complètement rénové en 2023. Et puis des équipements qui sont assez exceptionnels, comme le théâtre de l'association, et encore une fois, qui est historique. Donc il y a ce côté très novateur depuis un siècle, et on pense évidemment à Madame Roussel, la fondatrice, mais justement, comment se fait-il que vous n'exploitiez pas plus ça en termes de communication ? C'est difficile cette question. Mais je sais bien, alors c'est évidemment pas de ta faute, et soyons très clairs, chers auditrices et auditeurs, vous l'avez bien compris, la communication ne décide pas toute seule de ce qu'elle veut faire, surtout quand on n'a pas un budget qui a été clairement établi, comme c'est le cas pour toi, Eric. Mais je me dis très honnêtement, et là c'est l'entrepreneur qui parle, quand on a autant d'atouts, on a de quoi faire rentrer des sous dans la caisse et donc pouvoir aider les plus vulnérables comme vous le faites. Et je le rappelle encore une fois, j'ai envie de dire le motto, le mindset de l'association Trade Union, c'est d'aider des personnes qui n'ont pas la même chance que les autres. Donc, sincèrement, quand on a autant d'atouts, il faut un moment communiquer sur ces nombreux atouts. On va juste rester dans la gastronomie, le Maroilles Bio. Qu'est-ce qui, selon toi, explique que l'association n'a toujours pas compris en 2025 qu'il fallait se bouger ? Je pense que ça rejoint la question que tu me posais tout à l'heure sur un petit peu la place de la communication, la légitimité de la communication dans notre secteur. C'est-à-dire que on est dans un système non lucratif. C'est-à-dire que le but premier de l'association et même de l'ESAT, c'est pas de dégager des bénéfices. Le but premier, c'est d'accompagner les gens qu'elle reçoit, de soutenir des personnes vulnérables. Le but premier, c'est de offrir une place active dans la société, que chacun puisse prendre sa place dans la société. Et on a compris que c'est pour un ESAT indispensable pour ça de vendre et puis d'être reconnu en tant que tel. Mais c'est pas la première priorité. Et je pense que à partir de là, si tu veux, il y a des retards qui s'accumulent sur la commercialisation, et puis il y a aussi une législation particulière qui s'applique aux ESAT, c'est-à-dire qu'on peut pas s'amuser à faire de la publicité et puis de rentrer en concurrence qui pourrait être jugée déloyale en fait par rapport à des entreprises du milieu ordinaire. Alors ça, je le comprends parfaitement et ça se respecte. Alors nous sommes un pays qui est quand même extrêmement administré, je ne t'apprends rien. Donc il y a des législations pour tout qui sont, là cette fois-ci je trouve tout à fait juste. Mais Eric, tu le sais pertinemment, l'année prochaine en 2026 nous avons des municipales, l'année d'après en 27 nous avons la présidentielle. On s'aperçoit que la France est quand même à 2 à l'heure depuis la dissolution de 2024. Je ne suis pas intimement convaincu, hélas, 3 fois hélas, que les institutions qui vous financent, à savoir les institutions publiques, le secteur public, puissent investir tout autant chaque année avec vous. Donc ça veut dire que peut-être à terme, il va falloir faire entrer un peu plus de deniers privés. Bref, travailler avec les entreprises. C'est pas un gros mot. Et encore une fois, quand tu rappelles la mission générale de cette maison, je me dis en effet qu'elle est extrêmement noble, mais qu'il faut malheureusement des fonds pour cela, même si c'est très bien géré, puisque vous êtes propriétaire de la plupart de vos murs. Donc là, encore une fois, on voit les gens du Schnorr qui ont eu un certain talent pour gérer les sous. Mais là, il y a quand même, je vais pas dire qu'il y a le feu à la baraque, il n'y a pas péril en la demeure, non, pas encore. Mais quand même, il faut bien reconnaître qu'à un moment, il va falloir passer à ce que les Américains appellent charity, passer à des fonds de dotation pour aussi permettre à celles et ceux qui ont moins de chances que les autres, qui sont plus vulnérables, d'avoir cette vie que vous leur, non pas promettez, mais en tout cas que vous mettez en place. Parce qu'encore une fois, la mission, elle est extrêmement noble, mais il faut du pognon tout simplement. Et donc de la com. Ouais, je pense que là tu mets le doigt sur un point qui est important, qui est bien perçu dans le secteur. C'est le recul en fait, le recul des moyens publics, en sachant que justement cette mission, elle vient répondre
à un besoin de société, un besoin public, et qu'elle est subventionnée. Regretter le recul, ouais, essayer de se battre pour rappeler justement les indispensables, oui. Et puis, pour continuer à fonctionner, il va falloir peut-être qu'on prenne ce virage de levée de fonds, en fait. Et la question se pose, est-ce que la société française se dirige vers vers ce type de fonctionnement de financement privé pour des missions d'utilité publique? Alors la question elle se pose, et on va dire les choses très clairement, est-ce que nous ne sommes pas en train de rentrer dans une américanisation tout simplement de la chose pour les associations? J'espère qu'on n'en arrivera pas à ça, mais ça veut dire quand même qu'il faut avoir un tout petit peu plus l'état d'esprit, on va chercher des fonds et lever des fonds. Et tu l'as dit toi-même, finalement quand on lève des fonds, on est souvent une start-up. Ben, j'ai presque envie de te dire que Trait d'Union, c'est pas une start-up évidemment, parce que vous êtes là depuis 103 ans, donc je dis bravo, mais est-ce que cet état d'esprit où on se retrousse les manches et on va chercher des fonds, tu penses que dans les mois à venir, je parle pas des années, hein, je parle dans les mois à venir, tu penses qu'il va pouvoir infuser dans la tête de ton COMEX, par exemple? Je pense qu'on a des dirigeants qui sont très concernés par les financements, parce que avec les pouvoirs publics, on travaille comme partenaire. Il n'est pas question d'être infidèle et puis de se désolidariser et de sortir des appels à projets. Néanmoins, on sait très bien qu'il va falloir fonctionner au mieux, parce que on est, comment dire, à moyen constant depuis des années. On sait très bien que les moyens qui sont alloués dans les PLF, PLFSS n'apportent pas les réponses qu'on attend devant les besoins qu'on constate nous sur le terrain. Et cette question de fonctionnement, elle se pose et elle se renouvelle chaque année, je dirais même tout le long de l'année, hein. J'imagine que c'est même quasiment quotidiennement, parce que tu sais bien que notre État vacille énormément, surtout depuis la dissolution, qui est quand même la plus brillante idée qu'un président ait eue. Surtout, bon bref, allez, on va pas faire de politique. Et sur le secteur, quand tu vois là tout dernièrement, enfin je rebondis là-dessus, parce que quand tu vois tout dernièrement notre Premier ministre qui parle de nos infirmes, qui ressort des concepts auxquels on pensait avoir quand même pas mal progressé, c'est vrai que c'est inquiétant en fait. C'est inquiétant pour notre secteur. Bon, écoute, François Bayrou est de mon sud-ouest natal. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il parle d'infirmes, et en effet, ça m'avait quelque peu agacé, pour rester très poli, lorsqu'il avait fait sa déclaration. Puis il y a aussi eu quelques imbéciles qui ont eu la bonne idée de se dire, et tiens, si on rabotait un petit peu fiscalement les dons faits aux associations. Donc Dieu merci, ça n'est pas passé comme le temps entrepreneur. Non, ouais, c'est pas passé. Hein. Il y a eu cet essai. Alors est-ce que c'est un essai pour prendre la température du terrain et puis préparer une évolution ensuite, je sais pas. Écoute, seul l'avenir nous le dira, mais justement, je crois qu'en janvier 2026, tu as un nouveau président ou un nouveau dirigeant, plus exactement, pardon. C'est ça, ouais. On arrive effectivement, notre directeur général, hein, qui est là depuis 2016, il est sur ses derniers mois, là, il prépare sa retraite. On va le saluer, comment s'appelle-t-il? Brice Amand. Eh ben, Brice, on vous salue. Alors, justement, l'après-Brice, c'est une autre personne, forcément avec une autre vista, peut-être de la communication. Quel message tu voudrais faire passer à ta direction générale vis-à-vis de la communication? Le communicant dans notre association a forcément un rôle stratégique. La communication a un rôle stratégique. Plusieurs raisons à ça. Même si on est dans un secteur non lucratif, il y a des besoins en marketing, il y a des besoins en communication qui sont d'ordre sociétaux, et nous, communicants, nous avons une responsabilité en tant que façonneurs de récits, en fait. C'est un rôle, on va dire, hautement stratégique, je pense. Le deuxième point est certainement beaucoup plus concret. Il faut qu'on trouve quand même des moyens de compléter aussi les rentrées de fonds. Et là-dessus, je suis persuadé que la communication a un rôle communication marketing a un rôle à jouer. Alors, sur la commercialisation, bien sûr, de notre partie économique, mais pas que. C'est-à-dire que cette entrée dans les rapports de levée de fonds, dans les rapports partenariaux avec les entreprises privées, je pense que c'est un virage qu'on doit prendre. Moi, en tous les cas, j'en suis persuadé, pour les années à venir, on se doit d'explorer cette voie-là.
Et puis enfin, la communication interne où il y a un vrai travail d'accompagnement du changement à mener parce que les changements sociétaux sont très importants. Les changements internes aussi sont très importants. Un changement de direction générale, ça se fait pas sans conséquence. Là-dessus, la communication, elle a un rôle capital à jouer. Ce qui veut dire que ton nouveau dirigeant ou ta nouvelle dirigeante va devoir comprendre très très vite que sans communication, Trait d'Union avancera certainement beaucoup moins vite. Au final, pour toi, la communication, et ça c'est d'une manière plus générale, mais en particulier chez Trait d'Union, la communication, qu'est-ce que ça représente ? C'est pas que faire joli, tu l'as dit très justement, mais c'est quoi qu'il y a derrière la communication au final ? Est-ce que finalement, c'est pas non plus aider ce nouveau dirigeant ou cette nouvelle dirigeante à être encore plus visible, pour être finalement encore plus crédible, pour avoir des subventions de l'État, et puis aussi se faire connaître peut-être auprès d'entreprises et qui vont pouvoir vous soutenir ? Tu réponds dans ta question à ces 2 points. Oui, bien sûr, il y a cette question de reconnaissance. Alors, sachant que on travaille en bonne intelligence et il y a une vraie reconnaissance déjà, des partenariats institutionnels. Il n'empêche que pour la conserver, et puis ça se fait pas juste sur du discours, ça se fait aussi sur des actes et ça se fait sur des résultats concrets qui sont liés à la qualité de l'accompagnement qu'on peut proposer ici et la façon dont on réalise les missions. Et ça, il faut le mettre en valeur et c'est ça qui est important en fait, autant en interne qu'en externe d'ailleurs, pouvoir parler concrètement de l'amélioration de la qualité de vie des personnes qu'on accompagne. C'est quelque chose qu'on ne sait pas encore assez faire. Concrètement, dans les années à venir, mettre en avant les salariés, leur engagement, mettre en avant des situations où on découvre des personnes qui sont accompagnées, par exemple dans notre ESAT, qui sont devenus des experts dans leur travail parce que la structure est adaptée à leur activité en fait. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable et qu'il faut porter encore. Alors merci de le rappeler. Et tu viens de donner à celui ou celle qui prendra la place de ton dirigeant actuel que la communication elle est fondamentale. Bon, merci, ça s'appelle le décodeur de la communication. Mais au-delà de ça, c'est que la communication elle est fondamentale en montrant aussi tous les gens que vous accompagnez. Ça, j'insiste sur ce point-là. On peut décider que le marketing ne sert à rien. Il y a encore des gens qui pensent stupidement que c'est du pipeau, le marketing. Formidable, bravo. Changez un peu de siècle, ça vous fera du bien. Mais trêve de plaisanterie, il y a des choses qu'il faut montrer chez toi parce que vous ne servez pas à rien. Vous avez du sens. Vous accompagnez les personnes les plus vulnérables. Personnes en situation de handicap, des gamins qui sont handicapés ou pas, ou en tout cas qui ont peut-être eu moins de chance que leurs copains. Donc, il faut le montrer. Il faut investir, il faut qu'il y ait enfin un budget clairement identifié. J'espère que tu sauras le dire, mais je te fais confiance, Eric. Mais je suis sur le pont là. Je travaille à ça. Eh bien, je te reconnais bien là. J'ai une question qui est très difficile. Eric, si on te dit, OK, Banco, tu as le budget que tu veux. On va pas parler de sous aujourd'hui, c'est pas l'intérêt. Ouais. Mais quelles sont les 3 premières actions que tu mets en place ? Les 3 premières ? Ouais, fondamentales selon toi. Comme si tu étais un nouveau DIRCOM qui arrivait. Déjà, je pense que la structure là est mûre pour entendre et exploiter ça. C'est créer un vrai plan stratégique de communication à 360 sur l'association, avec les différents volets communication interne, de communication institutionnelle, de communication commerciale pour les AT, de communication employeur aussi, parce que c'est très important dans notre secteur, une tension à ce niveau-là. Le deuxième point, ça va être d'investir sur le projet de l'association, qui a été validé d'ailleurs l'année dernière, donc qui est valable encore jusqu'en 2030. C'est le sens, en fait, si tu veux, c'est les objectifs associatifs. Donc, bien faire correspondre, ça fait partie du plan stratégique, tu vas me dire. Bien faire correspondre les objectifs de communication à ces 4 grands objectifs que sont la qualité de l'accompagnement, la valorisation des professionnels et puis des métiers, et puis la RSO, la responsabilité sociétale de notre organisation, et l'innovation, dans laquelle la communication est clairement nommée. Ça veut dire que tout est très clair dans vos piliers stratégiques. Ouais. Il manque juste l'accompagnement communication et il n'y a aucune organisation centenaire qui s'en est tirée sans communication, qui plus en 2025 et 2026, 2027 et les années à venir. Ce que j'ai du mal encore à comprendre, au-delà de la culture non-communication ou de la non-culture communication pour être plus exact,
C'est qu'en fait, vous avez tellement d'atouts. Je me répète, je suis désolé, Eric, Mhm. mais vous avez tellement d'atouts. Maintenant, il faut appuyer sur le bouton com. Pas facile de l'actionner. Ça veut dire qu'il y a aussi un budget, tout le tralala, et puis une équipe. Mais mince, comment se fait-il que, en ayant les idées aussi claires, il n'y ait personne qui ait enfin pensé à dire, au fait, on va filer X euros à Eric à l'année. Et puis après, on verra, on étale ou on rajoute ou on coupe, peu importe, comme tous les budgets d'ailleurs. Mais comment ça se fait que personne n'ait pensé à ça? C'est incroyable, bon sang. Bon, c'est pas faute de glisser l'idée, pourquoi? Non, mais encore une fois, je te dis, je pense que on est sur des transformations qui sont longues et devant lesquelles il faut être patient. C'est-à-dire que il y a un travail d'acculturation à faire qui se fait peu à peu et on est devant une inertie. Alors 100 ans, c'est aussi lourd à bouger. C'est vrai. Et il y a aussi un système tu vois, d'inertie. Alors, tu vois, je pense que si la communication ces dernières années a pu prendre beaucoup plus de place, c'est grâce à cette prise de conscience de notre direction générale, clairement. Et c'est les premiers interlocuteurs et c'est les collègues de tous les jours, on va dire, avec lesquels compter et avec lesquels on peut projeter les grands objectifs de communication. Je leur ai un petit peu tapé dessus, j'en suis sincèrement désolé si certains nous écoutent. Mais c'est vrai que j'ai un peu tapé tout simplement pour quelle raison? Parce que ça suffit, on ne peut pas vivre heureux en vivant caché. C'est fini depuis hyper longtemps, minimum 30 ans. Mais je peux comprendre que quand on n'est pas acculturé à la com, ça peut parfaitement être difficile de passer à cette ère communication. Mais encore une fois, tu fais bien de le souligner, Eric. Ta direction générale a enfin compris les choses. Et évidemment, Rome ne se fait pas en un jour. Et donc, il faut passer à la vitesse supérieure. Peut-être pas à 300 à l'heure, on va pas passer tout de suite en 5e, mais c'est déjà ça de prix. Je reviens à tout ce que tu mettrais en place si tu étais un néo-DIRCOM. Qu'est-ce que tu mettrais en 3e point? Ce serait quoi? Eh ben, ça se bouscule un peu là, si tu veux, dans les priorités. Pour moi, je suis un peu partagé entre comment dire, le développement de la communication interne et vraiment de nourrir la culture associative ici en interne. Je suis allé hier interviewer 2 collègues, une éducatrice spécialisée et une neuropsychologue. Les entendre parler finalement assez librement de leur engagement, de leur métier, ça fait quelque chose. Ça touche en fait. Alors, tu fais bien de penser à celles et ceux qui sont sur le terrain. Le social et le médico-social, ce sont des métiers qui ne sont pas du tout reconnus dans notre société actuellement. Soyons très clairs. Le métier de l'humain en général, Laurent. Absolument, c'est vrai qu'on peut rajouter aussi, et on les connaît bien plus, les infirmiers, les infirmières. Bref, tous ces métiers qui sont autour de l'humain ne sont pas du tout reconnus, contrairement à ceux de la finance. Bon, pourquoi pas, après tout. Sincèrement, je trouve que ton idée de mettre en avant, au travers peut-être d'un journal interne, d'un intranet, peu importe la manière de communiquer, peu importe le support, je crois en effet que c'est fondamental parce qu'à un moment, ce qui fait du bien à l'intérieur va finalement se voir à l'extérieur. C'est un petit peu comme, tu vois, ce fameux yaourt de chez Danone. On fait Activia, là. Exactement, et c'est volontaire de ma part. Je fais un grand écart volontairement pour que, enfin, vous compreniez, et là je m'adresse plus aux gens de Trait d'Union, comprenez que vos métiers sont fondamentaux pour la société et que s'ils ne sont pas valorisés, ça va être compliqué. Et Dieu merci, c'est le travail d'Eric et de la communication d'une manière encore plus globale que de mettre en avant toutes ces femmes et ces hommes qui se battent sur le terrain au quotidien, qui sont remerciés par le sens, qui sont remerciés par leur employeur aussi, et remerciés, je parle au bon sens du terme bien évidemment, mais c'est loin d'être évident. Donc oui, je comprends bien que parmi ces 3 points que tu mettrais en place si tu étais un néo-DIRCOM ou si tu venais d'arriver, il y aurait évidemment toute cette communication interne qui a aussi ce côté communication employeur, parce que il faut l'avouer aussi, ces métiers autour de l'humain n'ont pas nécessairement le vent en poupe parce que c'est difficile d'avoir une rémunération attractive. C'est pas facile tous les jours, tu l'as dit très justement. Parfois, il faut se battre pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années pour avoir des résultats à peine visibles. Mais en tout cas, ce sont de très beaux métiers. Eric, on arrive à la fin de notre entretien. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication aujourd'hui, en 2025 ou dans les années à venir? Qu'est-ce que je dirais à des gens qui débutent? Alors, j'en ai dit pas mal, puisque depuis 2 ans, bientôt 3 ans, j'ai une assistante, Laure, avec qui je suis très content, on travaille très, très bien.
et qui est entré en stage et puis ensuite en alternance. Je pense que d'abord, être dans une position d'écoute, d'empathie, c'est la première marche pour progresser, pour comprendre ce qui nous entoure et puis les besoins du système et des personnes qui nous entourent. Au-delà de ça, je crois qu'il y a un engagement personnel qui, une fois que tu as compris la personne, ça suffit pas. Il y a une véritable volonté d'aider. Il y a une véritable bienveillance qui doit t'habiter, en fait. Je parlerai volontiers d'amour de l'autre, même si c'est ça peut paraître un gros mot et un mot fourre-tout. C'est chez nous, d'ailleurs, un mot qui a été longtemps banni, qu'on voit un petit peu revenir. Chez nous, quand je dis chez nous, c'est dans le secteur social et médico-social. Donc cette volonté d'aider, puis cet amour de l'autre, en fait, de ce qu'il a à raconter, de ses véritables ressorts et comment l'aider à les mettre en valeur. Il y a deux autres points. C'est continuer à se faire plaisir et être dans la créativité. C'est-à-dire que face à cette complexité qui pourrait faire peur, mais qui en fait c'est tripant. C'est-à-dire que si tu es capable de distinguer les idées, de leur donner une forme, rester créatif aussi dans les contraintes pas seulement budgétaires, on a beaucoup parlé d'argent là, mais ça peut être des contraintes d'image aussi. Et puis cette créativité, puis ce plaisir finalement, ça préservera ta capacité à rebondir et puis à improviser et à trouver des voies qui existent peut-être pas encore. Alors pour ça, besoin aussi de rester ancré dans le réel, pouvoir les appliquer ensuite, mais tu vois, rester dans le plaisir pour rester libre dans ton approche. Écoute, on va se quitter sur cette notion de plaisir qui est absolument fondamentale, en effet. Parce que je crois que notre métier de la com, en fait, il est très très simple, sauf qu'il est rendu très compliqué par les gens. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus important, les gens, tu l'as dit très justement, le terme amour. Alors, certains appellent ça le goût des autres, et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut aimer les gens. Ça, c'est une évidence, et c'est pourtant eux qui rendent les choses très compliquées. Bon, c'est la vie, on va faire avec, mais c'est ce qui rend aussi le métier de la communication absolument passionnant et un des plus beaux métiers du monde, si ce n'est le plus beau métier du monde. Donc vraiment, cette histoire et cette notion de plaisir, je crois qu'elle est fondamentale dans notre job parce que parfois on a du stress, parfois on n'a pas de pognon, parce que parfois ça échoue, parce que parfois on se plante. Et puis il y a aussi des fois où on s'éclate totalement parce qu'on a des succès, qu'on a des victoires sur soi, non pas nécessairement sur les autres, mais en tout cas une victoire pour la notoriété de la structure pour laquelle on travaille, l'association Trait d'Union par exemple. Donc c'est fondamental. Donc encore une fois, je te remercie Eric. Et puis, chers auditrices et auditeurs, je vais vous demander une chose. Vous pouvez faire un don pour l'association Trait d'Union. Alors Eric, comment fait-on pour faire un don à ta belle maison ? Eh bien, tout simplement, rendez-vous sur le site web. Tout en bas de la page d'accueil, vous trouverez le lien pour pouvoir participer. Donc, association traitdunion.org en toutes lettres, trait au pluriel, TRAITS, association traitdunion.org. Et tout en bas de la page d'accueil, vous trouverez. Puis, vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire à notre prochain colloque. Eh ben voilà. Donc, écoute, merci à toi Eric, c'était passionnant. Et chers auditrices, chers auditeurs, vous mettez 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify et vous vous abonnez évidemment au Décodeur de la communication, le meilleur podcast autour des métiers de la communication. Tu as remarqué encore une fois ma légendaire modestie, Eric, n'est-ce pas ? Tu as le droit à ce type de modestie. Ton bon cœur te perdra. Ciao, ciao.